Alors Georges, c'est une découverte, hein, parce que là nous allons rentrer dans les bas-fonds de l'abbaye de Redon. Voilà, Hein, c'est un souterrain. En fait. dans le souterrain, voilà. Alors on vous suit. Très bien. Ah, attention de ne pas tomber avec la caméra. Là. Alors voilà, alors nous sommes dans le soubassement d'un bâtiment qui a été construit au 19e siècle par la congrégation des Eudistes pour ouvrir le collège. Et en construisant ce bâtiment, en faisant les fondations, ils ont découvert l'entrée d'un souterrain qui est ici. Donc ce souterrain qui a été comblé au 15e siècle, finalement a été redécouvert au 19e siècle. Donc tout le monde en avait oublié l'existence. Donc voilà, donc nous descendons. Alors attention, parce que là, on descend profondément. Là, on est bien, quand on regarde la construction de l'escalier, on est bien dans une construction de type médiéval. On ne sait pas à quelle date il a vraiment été construit. Et voilà. Et voilà, la dernière marche, et nous sommes arrivés dans ce souterrain qui est très vaste. Beaucoup trop vaste pour un souterrain simplement de fuite. Donc voilà, nous sommes maintenant donc descendus dans le souterrain. Donc ce souterrain qui est assez vaste, donc il n'est pas seulement un souterrain de fuite, mais aussi qui servait à l'approvisionnement des marchandises pour l'abbaye. Alors ce souterrain était taillé dans la roche. Lorsque la roche était moins saine, vous voyez qu'on a fait un soutènement à la fois en pierre et en béton. Et quand la roche était saine, on voit ici très bien l'impact des outils dans cette roche. Alors, on ne sait pas à quelle époque a été creusé ce souterrain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au XIVe siècle, il était comblé et abandonné. Et ensuite, il a été redécouvert au XIXe siècle. Alors, si on avance un petit peu, alors cette roche est très curieuse parce qu'il y a de la roche rouge, qui va être du grès, du fil de Redon. Il y a des roches plus sombres. Et puis, lorsque nous arrivons ici, il y avait deux portes, une maçonnerie, et deux butées de porte, une porte qui fermait dans ce sens-là, l'autre dans l'autre sens, avec l'emplacement des trous pour mettre les targettes. Et donc, s'il y avait deux portes, on peut penser que, à l'endroit où je me trouve, on allait vers l'extérieur, et de l'autre côté, c'était une porte qui allait vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça correspondait à la clôture du monastère. À l'extérieur, la partie ouverte vers le public, et à l'intérieur, la partie réservée aux moines. Alors ensuite, le souterrain se poursuit, toujours le même type de construction, avec, arrivé à cet endroit, une fontaine alimentée par une source, et puis deux grandes caves qui servaient à stocker les marchandises. Et enfin, à l'extrémité, nous avons la base des remparts de la ville de Redon, et puis, dans ces remparts, une petite porte, une poterne, qui donnait directement sur la berge de la Vilaine. On peut imaginer qu'il y avait des bateaux qui remontaient la Vilaine, qui s'échouaient à cet endroit-là, et on rentrait les marchandises dans l'abbaye, dans les caves de stockage, par cet endroit. Car l'abbaye avait une fonction commerciale extrêmement importante, notamment de négoce du sel, puisqu'elle possédait plusieurs salines à Guérande. Et donc, toutes ces marchandises, il fallait stocker, plus l'abbaye percevait le droit de péage sur les marchés, etc. Alors en fait, Guérande était pourvoyeur de sel pour l'abbaye, quoi. Donc oui, déjà, ce qu'on appelle maintenant la Loire-Atlantique avait des contacts avec l'abbaye de Redon. Ah ben non seulement des contacts, mais l'abbaye de Redon avait des prieurés et des dépendances en Loire-Atlantique, et notamment avait fondé une abbaye fille, si on peut dire, qui s'appelait l'abbaye de la Chaume, du côté de Machecoul.
Donc là, ce sont les caves sur lesquelles on stocke. Voilà. Donc le souterrain il servait à la fois de stockage et éventuellement de cuite en cas de besoin. Traiter une pierre comme celle du monument de Bain-sur-Rousse, combien il y a d'étapes? Donc il y a la partie sciage, ensuite ça passe au bouchardage, mais sachant que pour faire du bouchardage, on ne peut pas boucharder une tranche qui fait 3 cm, donc on fait des tranches un peu plus épaisses, qu'on boucharde un côté et qu'on recoupe en deux ensuite. C'est un fil spécial? C'est un câble diamanté, voilà, avec des perles, avec du diamant incorporé dedans. La pièce, il faut 1h30 à peu près, on met 1 heure au mètre carré. Le laser vient aussi à secours des Voilà, marbriers. pour éviter on va dire les crapauds, voilà, ce qu'on appelle les crapauds, c'est les taches noires, voilà. Ça nous évite de faire un traçage à la craie avant, c'est-à-dire qu'avec le laser, on voit tout de suite où ça va passer. Des granits bretons, il y en a beaucoup finalement. Alors, des granits bretons, donc il y a le Helgoat, le Lan-Helin, le Pérose, le Nuit celtique. Après, donc, ce sont des granits de Bignan, de Péole. Granit breton, savoir-faire breton, pour un monument breton. Vous êtes fiers, non? Ah oui, oui, fier d'être en Bretagne. Et donc Nominoé, vous le connaissiez un peu avant? Non, du tout. C'est grâce au monument que vous connaissez? Voilà, c'est... Voilà. Et vous saviez qu'il y avait une bataille importante Non plus. comme beaucoup de Bretons. Comme beaucoup. Ouais. Et donc là, grâce à votre travail, maintenant il y a des millions de personnes qui vont être... Voilà. C'est quand même une fierté, non, aussi, ça? Oui. Oui, je me rendrai voir ce que ça donne. Voilà. Merci Philippe. Merci.